Bonjour à tous. Notre nouveau spidinaire du 6 juillet va bientôt démarrer. Je vous remercie de votre présence. Je remercie aussi nos différents partenaires qui nous accompagnent tout au long de l'année. Nous avons donc fini notre saison 1 avec tout un ensemble de webinaires organisés tous les premiers jeudis ou vendredis de chaque mois, donc le 6 novembre, le 3 décembre sur la Terre de Jeux 2024. Les impacts de la Covid, donc le 7 janvier, avec l'ancien président de l'ANS qui a été remplacé depuis. Un sujet sur l'e-sport au mois de février, donc là aussi un enjeu important pour le sport de demain. Les dispositifs sport santé avec la mise en place des maisons départementales de santé. L'Agence nationale du sport avec Gilles Kenhervé. Les conditions de reprise aussi et la façon dont on s'est adapté à la Covid. Donc, conditions de reprise à partir du 9 juin avec à nouveau Gilles Kenhervé. Le 1er juillet dernier, donc des précisions sur la façon dont les activités sportives pouvaient reprendre à partir du 30 juin. Et donc, comme nous l'a indiqué Jean-Luc Mercadier, on a aujourd'hui, donc depuis ce matin, sur le site du ministère, la réactualisation du tableau de reprise valable à compter du 30 juin. Donc, le replay est donc disponible et va être diffusé très rapidement. Quand je dis rapidement, c'est certainement dans la journée. Voilà. Donc, on a l'honneur d'accueillir aujourd'hui pour notre spidinaire. Donc, spidinaire, c'est 1 heure, un sujet. Donc, on essaie d'être très dense en la matière. Donc, on a aujourd'hui l'honneur d'accueillir Médéric Chapiteau, qui est, alors il a un palmarès assez éloquent, ancien gendarme, diplômé en droit du sport de la Sorbonne. Il est aussi auditeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. C'est un ancien DTN de la Fédération française des sports de combat. Il a aussi, donc il doit se régaler, il va se régaler ce soir avec le match Espagne-Italie. C'est aussi un très bon amateur de football et il a même joué à un bon niveau. Et puis, c'est un expert en la matière de radicalisation dans le milieu sportif. D'ailleurs, vous avez à l'écran un ouvrage qu'il a édité en 2016-2017, qui pointait déjà du doigt certaines failles en la matière dans le milieu sportif. Donc aujourd'hui, le sujet abordé par Médéric va concerner donc la façon dont, avec les nouvelles technologies, on peut éventuellement prévenir la radicalisation chez les jeunes. Donc Médéric, c'est à toi la parole. Merci. Bonjour à tous, je vais partager mon écran. Alors, hop. Voilà, on est bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Normalement, vous devriez avoir à l'écran Très bien, le c'est parfait. diaporama, radicalisation, un C'est sport, parfait. une réalité qui dérange. Bon, merci Alain pour cette invitation. Merci à tout le monde pour vous gâcher l'appétit avant midi pour aborder un sujet aussi sensible et compliqué. Donc, je vais essayer d'être le plus concis et précis possible sur le sujet. Par rapport à mon CV, je ne vais pas revenir dessus, Alain l'a déjà dit, mais je voulais encore le remercier parce qu'en fait, la première personne qui m'a donné la parole publiquement sur cette thématique, c'était en juin 2016 et c'était Alain au Grand Dole. Et je sais qu'à l'époque, il fallait oser déjà aborder le sujet. Quand vous imaginez que 5 ans après ce sujet, on prend encore beaucoup de précautions avant de l'aborder, imaginez-vous il y a 5 ans en pleine vague des attentats terroristes. Donc c'est vrai que ça fait maintenant plus de 10 ans que je travaille cette thématique. Et quand je dis une réalité qui dérange, c'est fondamental. Effectivement, on est face à une problématique qui n'est pas ou peu abordée parce qu'il y a toujours amalgame, stigmatisation autour de cette approche, parce que dès qu'on parle de radicalisation, on fait un raccourci avec une religion et en particulier l'islam, ce qui n'est absolument pas
le cas, en tout cas pour toutes les situations qu'on pourrait exposer. Donc, dans mon propos du jour, ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire un constat très rapide sur les enjeux de radicalisation et la mutation entre 2012, 2015 et 2021 de ce qu'on peut constater sur le territoire national et surtout comment se concentrer sur la prévention auprès des jeunes parce que je pars du principe, peut-être à tort, on en échangera entre nous après, je pars du principe qu'on peut éviter la radicalisation si on fait comprendre aux jeunes qu'il n'y a pas d'enjeu et il n'y a pas d'avenir dans un principe de radicalité sur le territoire national et dans une république. Sauf que vous allez voir, aujourd'hui, la jeunesse est une cible prioritaire dans le recrutement et l'endoctrinement, y compris dans le sport, mais pas que. Et donc, on abordera ces sujets-là. Donc, quand je parle de radicalisation et sport, une réalité qui dérange, aujourd'hui, ah bah tiens, ah oui, c'est là, pardon. Voilà. On va parler de chiffres parce que très souvent, vous entendez qu'il n'y a pas de chiffres, qu'on n'a pas de données objectivables sur le sujet. Alors, c'est totalement erroné. Il y a des chiffres, ils sont tenus, je dirais, quotidiennement par les services de renseignement français, bien heureusement. Ils ont un fichier qui s'appelle le FSPRT. Ce FSPRT, c'est un super méga fichier Excel qui recense tous les liens entre des personnes qui sont radicalisées. Pour vous donner un ordre d'idée, il a été créé en 2015 à cause d'un franc-comtois. C'est Yacine Sali qui avait décapité son patron Hervé Cornera. Et à l'époque, les services de renseignement se sont rendus compte qu'ils avaient perdu sa fiche et il était donc plus suivi. Et le Premier ministre de l'époque a exigé qu'un fichier centralisant toutes les données des différents services soit créé. C'est ce FSPRT. Dans la vague de 2015, après la vague de 2015, on a eu à peu près 20 000 noms à l'intérieur de ce fichier. Aujourd'hui, en novembre 2020, les autorités publiques annonçaient 8 500 noms, dont 2 000 qui sont vraiment fléchés, dits de haut de spectre, c'est-à-dire qui sont susceptibles de passer à l'acte de manière imminente ou de manière en tout cas très engagée. Sur ces 8 500 noms en 2020, en novembre 2020, les chiffres qui sont diffusés font état de 1400 issus du sport. Ça ne veut pas dire que le sport est un lieu de radicalité en soi, ça ne veut pas dire que le sport radicalise en soi, ça veut dire que les personnes ont un lien entre la pratique des activités physiques et une forme de radicalité, ce qui n'est pas la même chose. Ce qu'il faut essayer de déconstruire, c'est de savoir quel est ce lien. Est-ce qu'ils sont entraînés, endoctrinés dans le club de sport ou est-ce que c'est juste une passion qui est associée à leur parcours de vie et leur socialisation primaire et secondaire. Donc, vous voyez, en novembre 2017, c'est la seule fois où vraiment il y a eu des chiffres rendus publics. L'UCLAT, l'unité de coordination de lutte antiterroriste, avait, dans un colloque organisé par le Conseil régional de l'Île-de-France, transmis que sur la région Île-de-France, 38% des personnes qui étaient fichées par le sport l'étaient dans le cadre des sports de combat, 15% dans la musculation et 13% dans les sports collectifs. Ça signifie quoi, cette diapo? L'idée est de vous montrer qu'au final, il y a des chiffres, deux, ils sont capables de les catégoriser par famille d'activités. Mais le plus dramatique dans cette diapo, pour moi qui travaille ce sujet depuis très longtemps, c'est que le Conseil de l'Europe avait déjà alerté les autorités publiques en 2010-2011 dans un document qui s'appelle Éthique et sport, que vous trouvez en libre accès sur Internet, et qui pointait déjà ces trois familles d'activités. Sauf que pointer des familles d'activités comme celle-ci, moi qui suis issu des sports de combat aujourd'hui, ok, on est pointé, mais ça nous renvoie à la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferme toutes les salles de sport de combat? Est-ce qu'on ferme toutes les salles de muscu, etc. Effectivement, encore en 2021, donc 4 ans après ces chiffres, on est toujours sur cette triptyque de familles d'activités qui cherchent et qui polarise l'attention des services de renseignement parce que nous avons énormément de difficultés à cerner ce dispositif. Vous l'avez sûrement déjà entendu, on a de nombreux chefs de services de renseignement qui nous expliquent que tous les auteurs des attentats terroristes sont passés à l'acte, sont passés par une salle de sport de combat. J'ai moi-même diffusé cette information puisque ça rentre dans mes travaux de doctorat et on est en plein dans cette optique-là. Et la question est de savoir comment ça se passe. Moi, depuis maintenant 2 ans, je travaille régulièrement au contact du terrain, c'était déjà le cas avant, mais encore plus sur ces problématiques-là. J'ai dû faire plus de 50 préfectures et collectivités. J'entendais tout à l'heure dans les présentations que certaines, puisque c'était 2 femmes, étaient du 73 et du 74. J'ai dû passer 6 ou 7 formations dans chaque département ces derniers temps avec les différentes collectivités. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui interroge les collectivités, mais aussi les services de l'État. Dans la diapo, vous voyez que les professionnels du renseignement ont des phrases chocs
le préfet qui dirigeait, parce que l'état-major opérationnel de prévention du terrorisme a été dissous, enfin a été intégré à l'UCLAD depuis, que les activités physiques et sportives sont considérées comme un facteur aggravant de la radicalisation. C'est très, très inquiétant. Quand on entend une phrase comme ça, moi, ça me bouleverse, parce que mon optique, c'est que le sport et les activités physiques et sportives, c'est pour faire grandir les jeunes, pour le dépassement de soi et toute autre chose bienveillante, et pas forcément pour des activités, je dirais, négatives. Malheureusement, dans le sport, on trouve toutes sortes de déviances, y compris les violences sexuelles qui aujourd'hui sont très en lumière, et la radicalisation en fait partie. Je reviendrai sur le terme radicalisation après. L'unité de coordination de la lutte antiterroriste explique que tous les auteurs sont passés à l'acte, et on voit que la gendarmerie, avec son service de renseignement, explique à l'époque, en 2018, que 12,5% des personnes qui sont passées à l'acte ou qui sont suivies pour radicalisation sont connues pour pratiquer une activité physique et sportive, et notamment dans les disciplines qu'on a évoquées. Moi, ce que je veux vous dire par rapport à ces deux diapos-là, c'est qu'il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa des chiffres, mais il ne faut pas non plus tomber dans le déni de ces chiffres. Il faut, comme à chaque fois, avoir raison gardée, placer le curseur à peu près au niveau du territoire. Ce qui est vrai à Dole n'est pas forcément vrai en Guyane, et inversement. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre cette problématique, et les collectivités territoriales sont pour moi les mieux placées pour justement placer ce curseur. Dans le cadre de mes activités interministérielles et intersectorielles, je dirais, j'ai toujours facilité les échanges, et en expliquant que le renseignement devait être très proche des directeurs des services des sports. Je l'ai écrit dans de nombreux rapports, je l'ai dit dans des auditions parlementaires, parce que je pense que vous avez une très bonne lecture de votre sujet. Et en même temps, vous êtes aussi parfois acteur d'une forme de déni ou de complaisance avec ces sujets-là, et qui pose de vraies difficultés au sein même de vos services. J'ai pour mémoire un exemple que je vais pas trop être précis, mais où une collectivité, un directeur, une direction des sports était en difficulté avec un local, où ils ont perdu l'accès à leur gymnase parce qu'il a été privatisé par un groupe de personnes, en tout cas très engagées dans une forme de radicalité. Et c'est compliqué parce qu'au sein du service, les gens ne sont pas d'accord qu'on laisse faire ou pas faire. Donc en fait, pourquoi on en est à cette situation complexe? C'est que pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas de quoi on parle quand on parle de radicalisation. On a tout de suite peur d'être affiché comme islamophobe, raciste, discriminant, etc. Or, la radicalisation d'un point de vue scientifique, le terme n'existe pas. N'existe pas. Soit on prend que c'est une déviance, comme moi je l'aborde sous l'angle de la déviance, mais le terme radicalisation, c'est légal d'être radicalisé aujourd'hui en France. On a des ministres qui font partie d'un parti radical de gauche. La radicalité n'est pas illégale en France. Vous ne pouvez pas être condamné pour radicalisation en France. Et ça pose de vraies questions. Vous allez voir, je vais y revenir après. Il ne faut pas avoir peur de parler de ce sujet-là. On méconnaît les religions en France. Moi, j'ai la chance d'être au Conseil des sages de la laïcité. C'est même un honneur. Dans ce Conseil des sages, on a un théologien unanimement reconnu sur l'islam, qui est brillant, qui nous explique tout ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut comprendre et autres. Et moi, j'ai changé aussi beaucoup ma vision par rapport à ces échanges, parce que, comme beaucoup en France, on a une méconnaissance de ces sujets. En fait, la radicalité aujourd'hui, elle existe dans l'ultra-droite, elle existe dans l'ultra-gauche, elle existe chez les écolos, elle existe effectivement dans les religions, toutes les formes de religion, etc., etc. Les gilets jaunes qui passent à l'acte un week-end sur un rond-point il y a quelques années sont dans une forme de radicalité, et ils peuvent être condamnés non pas pour radicalisation, mais pour violence. Donc, il ne faut pas avoir peur du terme. La religion dans le sport a toujours existé. Si vous avez suivi l'actualité de la Coupe d'Europe, là, du championnat d'Europe, Alain en faisait état tout à l'heure, il ne vous a peut-être pas échappé qu'il y a une règle centrale en France, enfin dans le monde, c'est la règle 50.2 de la charte olympique, qui impose la neutralité dans les enceintes olympiques, neutralité sportive, politique, etc. Et depuis le mouvement des genoux à terre, etc., aux États-Unis et ailleurs, le CIO est bousculé sur cette charte. Et aujourd'hui, il y a 2 jours, le CIO a pris une résolution dans cette règle pour bien expliquer que les revendications religieuses et politiques n'avaient pas droit de cité, pour faire court, dans les enceintes olympiques, et que la liberté d'expression pouvait être pratiquée à l'extérieur. C'est encore pas très, je dirais,
ancré dans les textes, mais on voit que ça discute autour de ce sujet-là. Cette règle 50.2 nous pose de vraies difficultés. On va voir aussi avec l'exemple du Burkini juste après. C'est vrai qu'on est face à des difficultés où on a un positionnement qui n'est pas cohérent au niveau national. Quand Alain expliquait que j'étais membre du Conseil des sages, le Conseil des sages aujourd'hui travaille à terminer un document qui va remplacer peut-être le guide que vous connaissez, Laïcité et sport, qui a été diffusé par le ministère des Sports en 2019. Ce document est amené à être remplacé dans les prochaines semaines par un vadémécum, neutralité et liberté d'expression dans le champ des activités physiques et sportives, et qui reprend une cohérence avec tous les guides qui ont été faits par le ministère de l'Éducation nationale. L'idée de rapporter cela à la jeunesse est d'imposer une forme de neutralité dans le respect de la réglementation en vigueur, bien évidemment, sur le territoire et notamment la protection de la jeunesse. Et il faut vraiment avoir à l'esprit de ne pas avoir peur d'aborder ce sujet-là. Les collectivités aujourd'hui rencontrent des difficultés à appréhender le sujet, y compris dans le sport, dans les mises à disposition de gymnases, notamment ou d'infrastructures. Il ne vous a pas échappé qu'il y a des allers-retours sur la loi, on appelle ça la loi séparatisme, mais qui est en fait la loi qui conforte les principes de la République. Il y a l'article 25 dans cette loi, qui va passer soit fin juillet, soit à la rentrée, qui consolide les directives autour des activités physiques et sportives. Si vous n'avez pas lu cet article 25, je vous invite, en tant que directeur des sports ou acteur du sport, à vous pencher sur cet article 25, puisque ce soit les fédérations, parce que je crois que j'ai des collègues de fédé qui sont en ligne, et les collectivités, vous êtes directement impacté par ce biais-là. Aujourd'hui, ce n'est plus l'État qui risque de qui va être chargé de faire le tri dans ces disciplines, dans ces clubs sportifs, mais les fédérations, en lien avec les collectivités. Donc, je pense qu'il faut vous attendre quand même à une forme de problématiques politico-sportives à gérer, puisque imaginez si on vous dit dans votre ville, vous devez fermer ce club pour différentes raisons, et notamment des principes d'entrave aux principes de la République. Pour connaître un petit peu le mode de fonctionnement des collectivités, je pense qu'il y aura des réunions sympathiques avec vos élus sur le sujet, surtout si ces clubs-là sont des colleurs d'affiches, pour reprendre un exemple très récent, du parti ou de la majorité en place. Donc tout ça pour vous dire que l'actualité hors Covid est tout aussi chaude sur le sport et ses principes de la République pour le mois de septembre, pour votre rentrée. Parce qu'il ne faut pas, à mon avis, ignorer le fait que si cette loi passe fin juillet, le gouvernement va demander des chiffres à la rentrée. Et pour être très clair, des clubs qui posent des difficultés, on les compte par dizaines, et je suis très prudent quand je dis dizaines, mais ma conviction profonde est plutôt par centaines, toute forme de radicalité comprise. Donc ça veut dire que sur le territoire national, bien sûr, si toutefois il y a des clubs à mettre en exemple, je pense que chaque département va être impacté par directive gouvernementale, pour faire un exemple. Et ça, je suis toujours inquiet quand on fait ce type de choses, c'est-à-dire qu'on perd une forme de rationalité par rapport à la problématique qui est posée. Alors, tout ça pour vous dire que techniquement, même dans un plan que vous devez tous connaître, mais je vous le soumets, c'est le plan national de prévention de la radicalisation de 2018, du 23 février 2018. Il y a 4 mesures sur le sport. La mesure 23 cite les collectivités territoriales et les directeurs des sports comme des acteurs incontournables de cette prévention de la radicalisation dans le champ du sport, avec des directives diverses et variées. Alors, la menace aujourd'hui, elle a évolué, je vous en ai parlé tout à l'heure, entre 2012 où les gens, effectivement, potentiellement, même si tout n'est pas prouvé et scientifiquement et policièrement parlant, entre guillemets, sur le sujet que les gens ont utilisé des clubs de sport pour s'entraîner et se préparer, on a quand même des faisceaux d'indices qui nous laissent à penser que la période 2012-2015 est dans ce cas de figure, puisque hormis la France, tous les auteurs des attentats terroristes islamistes et pas en lien avec l'islam, je répète, la plupart des victimes, voire la majorité des victimes des attentats terroristes islamistes à travers le monde sont les musulmans en priorité. Donc, il ne faut jamais oublier ceci. Ce n'est pas faire un raccourci sur le sujet. Il ne faut pas avoir peur, selon moi,
de dire qu'on a une vague d'attentats terroristes islamistes depuis 1995 en France. Avant ça, on a eu l'ultra-gauche et peut-être que plus tard, on aura une autre forme. Moi, je parie sur une forme de terrorisme écolo, mais ça n'engage que moi et je n'ai pas de boule de cristal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de mettre un nom, mais par contre sur des actes, mais il ne faut pas non plus cristalliser les haines et les passions en faisant des amalgames et des stigmatisations. Donc depuis 2015-2016, on voit une forme de mutation sur le terrain, des formes de radicalité. Et il y a un chiffre qui doit vous interpeller, qui n'est pas forcément très connu, mais en 2016-2017, les auteurs des attentats terroristes, on va dire en Europe, avaient une moyenne d'âge de 26 ans, selon les services de renseignement et de lutte antiterroriste. Si on prend 2020 et 2021, on a rajeuni de presque 6 ans, puisqu'on a une moyenne d'âge à 20 ans. Donc ça veut dire que on a un souci qui n'est pas le rajeunissement, mais qu'on n'a pas su bloquer les dérives des jeunes qui avaient 14-15 ans à l'époque et en 6 ans sont passés à 20 ans. Et donc, on a un enjeu auprès de la jeunesse. Et c'est peut-être, je vais faire un petit parallèle, un peu comme le Covid, c'est un peu une génération oubliée parce qu'on ne sait pas comment aborder le sujet avec les jeunes. C'est pas évident déjà en parler avec des adultes, mais alors en parler avec des jeunes, ça nécessite encore une autre approche pédagogique. Alors la menace aujourd'hui, c'est ce que j'appelle les éducateurs sportifs radicalisés ou recruteurs. Ce sont des gens qui sont dans nos clubs, qui sont effectivement suivis pour une forme de radicalité par les services de renseignement. Malheureusement, on ne peut pas les empêcher d'exercer à l'heure où je vous parle, malgré les nombreuses demandes parlementaires sur le sujet. Je vais être très court et je vais prendre un exemple très clair. Vous avez fumé vous avez fumé des joints pendant 10 ans dans votre vie, vous êtes fait gauler par les flics, vous avez un casier judiciaire pour usage de stupéfiants. Un éducateur sportif n'a pas le droit d'être en face-à-face pédagogique avec des enfants à titre professionnel parce que ses conditions d'honorabilité lui empêche d'avoir une carte pro. Par contre, s'il est fiché S au plus haut niveau par le renseignement, on peut exercer en face-à-face pédagogique avec les enfants. Ça pose de vraies questions. Mais ça nous renvoie à l'état de droit. Vu que la radicalisation n'est pas une condamnation, on ne peut pas empêcher une personne d'exercer son activité de fait. Aujourd'hui, selon des sources policières qui ont été commentées, discutées, etc., on évoque plusieurs dizaines d'éducateurs sportifs qui seraient en face-à-face pédagogique avec des enfants qui seraient suivis par les services de renseignement sur le territoire national, outre-mer compris. Aujourd'hui, en outre-mer, puisqu'on a quelqu'un de Guyane, je n'ai pas les chiffres en tête de la Guyane et je vous prie de bien vouloir m'excuser. Par contre, je sais qu'elle est moins impactée que les autres îles. Ceci près qu'il y a eu 2 personnes, les frères Bons, qui ont été en Guyane et qui se sont retrouvés en zone irako-syrienne il y a quelques années, mais je pourrais retrouver et vous transmettre les informations. Mais c'est l'île de la Réunion, curieusement, qui est la plus impactée, alors que c'est une île qui s'est construite autour du multiculturalisme, et c'est assez surprenant. C'est vraisemblablement en lien avec les frères Klein, qui sont intervenus, qui étaient les voix de Daesh et qui étaient originaires de la Réunion avant d'aller à Toulouse. Je reviens à mes éducateurs sportifs recruteurs, qui pour moi sont inquiétants. Alors pour vous, comment ça se matérialise de manière concrète? De manière concrète, trouver ce type de profil qui ne sont pas dans la radicalité, mais plutôt sous une forme de communautarisme qui a toujours existé dans le sport, le communautarisme. On se réunit, Alain à Dole, il avait un club de foot qui s'appelait les Portugais de Dole, je ne sais pas s'il existe encore, moi à l'époque je jouais contre eux. C'est pas illégal de se réunir entre communautés. Après, la différence, c'est que qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de ces clubs et de ces communautés par rapport aux principes de la République. Donc là, je vous ai mis 2 exemples qui sont assez intéressants. C'est juste pour une première illustration. Ce sont des gens qui entraînent, des jeunes femmes qui entraînent en respectant des préceptes religieux ou en s'affichant avec des signes ostentatoires clairement établis et clairement assumés autour de l'activité. Et ça pose de vraies questions sur la pratique de la discipline. Si je vous prends des exemples, la Fédération française de football a aujourd'hui interdit toute forme de démonstration de signes ostentatoires dans ses statuts. C'est l'article 1 de la Fédération française de football qui a été modifié en 2014, de mémoire, ou 12, je ne sais plus. C'est la seule fédération qui a modifié son article 1 en ce sens. Vous avez la Fédération de kickboxing Muay Thai dont je suis originaire qui a également intégré dans ses règlements des pratiques disciplines d'interdire tout signe ostentatoire. Et sinon, c'est relativement vague. Peut-être vous avez remarqué il y a quelques semaines, il y a eu un problème avec la Fédération française de rugby à 13, où une jeune femme s'est présentée en test de sélection pour l'équipe nationale avec un voile. L'entraîneur lui a demandé de le retirer ou de s'en aller. Elle est partie, ça a fait
un buzz médiatico-politique. Les élus de la fédération ont fait un communiqué le 26 mai dernier pour expliquer que les principes de neutralité et les règles pour les équipes de France étaient telles qu'on ne pouvait pas accepter le port du voile dans le cadre de l'entraînement. Mais si vous voulez, ça questionne et ça interroge grandement sur cette thématique. Et les autorités sont toujours en difficulté par rapport à l'appréhension de ces problématiques parce que le système n'est pas clair. Aucune fédération sportive n'a le même règlement sur le sujet. Ça pose de vraies questions. Et pour vous illustrer la problématique de cohérence avec les jeunes, vous prenez une jeune fille de 15 ans qui est au collège et en troisième et qui va faire un cours de PS et qui va faire de l'escalade dans le gymnase du lycée en cours de PS de 14h à 16h, elle ne peut pas porter le voile parce que c'est la règle de la loi de 2004 à l'école qui impose une stricte neutralité dans le champ des activités physiques et sportives dans le cadre scolaire. Par contre, à 16h, elle s'inscrit au club de la ville. On va prendre Chambéry, je prends cet exemple-là. Et le club bénéficie du même gymnase dans l'école. Elle va être dans ce club-là. Et son prof de PS devient son entraîneur, et le règlement donc on a les mêmes lieux, les mêmes personnes, la même activité, c'est-à-dire l'escalade. La Fédération française d'escalade autorise le port du voile dans la pratique de l'escalade. Ça signifie quoi? Ça signifie que la jeune fille à 15 ans qui est en pleine construction et dans ses modèles de société, elle n'a pas la même cohérence dans le même lieu et dans l'espace-temps par rapport à ce qui se passe. Ça pose une vraie question parce que, du coup, où est le rôle éducatif? On a une problématique forte sur le sujet. Il faut avoir une cohérence et c'est en cela que le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, avec l'appui de la ministre déléguée au sport, a demandé la réécriture de ce guide. On verra la mouture finale quand elle sortira. Donc vous voyez ces éducateurs sportifs recruteurs, je reviens sur eux. Le risque majeur, c'est l'endoctrinement au sein des clubs d'activité physique et sportive. Alors sur ces deux exemples que je viens de vous montrer, vous allez me dire, mais tu fais un raccourci sur le sujet. Et bien évidemment, c'est un raccourci par rapport à ces deux sujets-là, ces deux exemples-là. Pour l'instant, on est juste on remarque qu'on cherche à faire du communautarisme sur le sujet. Par contre, vous avez ces trois diapos, enfin 7 diapos qui recensent la même activité. Vous voyez en haut à gauche le logo Istago. Istago, vous ne connaissez pas, je pense, pour la plupart d'entre vous. C'est une agence de voyage sportif qui est en Thaïlande, avec 2 Français qui sont maintenant en Thaïlande, que je connais bien, puisque ce sont des boxeurs thaïs, et qui sont de Bordeaux principalement et de la région parisienne, et qui aujourd'hui sont en difficulté parce qu'on a révélé leur pratique, mais qui avaient sorti un business pas inintéressant pour eux, puisque vous le remarquez, ils associent boxe thaï, études coraniques et détente, différentes activités. Alors là, vous voyez du jet ski, mais dans l'île dans laquelle où ils sont, enfin dans la région de Thaïlande où ils sont, vous pouvez même tirer à la Kalachnikov à 13 ans, ça pose aucun problème. Donc, si vous voulez, je ne dis pas qu'ils le font, je dis que c'est possible. Par contre, ils font de la progression tactique avec des paintballs, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous avez des éducateurs sportifs qui sont dans l'endoctrinement de jeunes enfants à l'étranger. Donc là, vous avez des jeunes qui sont allés issus du territoire national, là, bien évidemment. On a quelques franciliens, on a quelques lyonnais qui sont partis, en tout cas que moi j'ai pu identifier là-bas, mais on a surtout un réseau, je dirais, des pays du Maghreb, de France, d'Allemagne, qui sont tous rendus sur cette zone-là. N'oubliez jamais que une des inquiétudes des services antiterroristes en ce moment, déjà depuis 3 ou 4 ans, c'est l'attentat fait dans une école ou auprès d'un groupe de jeunes par des jeunes. Donc c'est vrai que ce type d'activité-là inquiète fortement, et moi ce qui me chagrine, c'est au même titre qu'on détourne la religion, c'est ce que je vous ai expliqué sur le terme de radicalisation aujourd'hui. Aucune religion, pas plus l'islam qu'une autre, ne demande qu'on coupe des têtes sur la place publique. Là, on détourne les principes de la religion, les principes du sport, pour les amener vers une forme de communautarisme dangereux au niveau des gamins. La moyenne d'âge des gamins qui sont allés là-bas était de 13 ans. Donc, imaginez quand vous les faites revenir sur le territoire national, ça pose de vraies questions. Pour ceux qui suivent un peu cette actualité, il ne vous a peut-être pas échappé en septembre dernier qu'un journaliste du Parisien s'est infiltré pendant 6 mois dans un club du 77. Et dans ce club du 77, mais il s'est vraiment infiltré, en mode vraiment immersion. Il en ressort que les éducateurs sur place, bon, bien évidemment, je vous passe
je vous passe les détails sur la non-mixité, etc. Inviter fortement les gamins à suivre des prières collectives avant d'aller sur les tapis, etc. Le danger, c'est l'endoctrinement. Aujourd'hui, les risques pour la jeunesse, c'est l'endoctrinement, notamment dans le sport. Vous le savez tous, l'éducateur sportif a une forte représentation auprès des gamins. Et il a une aura qui est particulière et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est la relation entraîneur-entraîné. Et le danger est important si cette personne est dans la perversion. On l'a vu, hein, on a malheureusement le constat de cette perversion avec les violences sexuelles, avec différents ou avec le dopage, et on peut associer cette forme de déviance, comme la radicalité, à cette problématique. Donc pour nous aujourd'hui, en tout cas pour moi, et c'était l'objet de la commande, c'est d'essayer de mobiliser notre jeunesse et les prévenir de tous ces risques. Malheureusement, pour l'avoir testé à de nombreuses reprises, si vous avez des gamins de 13 à 16 à 18 ans, les mobiliser sur la prévention de la radicalisation autour d'un PowerPoint dans une salle, je vous garantis que vous n'allez pas avoir un grand succès ce n'est pas super efficace. Alors, comment prévenir les risques sur la jeunesse? Un, il faut accepter d'en parler, ce n'est pas évident. Deux, il faut que les acteurs et les éducateurs sportifs soient impliqués parce que c'est du fait qu'eux en parlent et de l'aura qu'ils ont auprès des jeunes, le message peut réellement passer. Les intervenants extérieurs ont une importance, mais pas que. Et donc, nous, on a réfléchi depuis 3 ans à développer des outils qui permettent de travailler sur cette thématique. Donc, quel est l'outil? On a créé un outil qui s'appelle Snapshot, Comprendre pour agir. C'est des casques de réalité virtuelle avec des mises en situation. Vous avez 4 films à l'intérieur, je vais vous en parler après. Et ça veut dire que le gamin ou les gamins sont autonomes dans la compréhension de ces phénomènes et après, ils interrogent. Ça marche très bien. On l'a fait dans un club. On a fait les tests dans un club de foot à 3. On vient de le faire dans un club de prévention avec des gamins qui n'étaient pas issus du sport. Et ça va être très ancré dans les prochaines semaines, notamment sur le SNU, le Service national universel, et certaines collectivités qui nous ont sollicité sur cette thématique, notamment le Conseil régional d'Île-de-France et le Conseil départemental de Seine-Maritime, notamment pour leurs différents services. Alors, c'est quoi? L'idée, c'est de travailler non pas sur une thématique, parce que ça pose un sujet, c'est tout de suite, on va tomber dans la stigmatisation et autres, c'est on va travailler sur 4 thématiques que vous voyez à l'écran: laïcité, valeurs de la République, la lutte contre les discriminations, la prévention de la radicalisation et la prévention des violences sexuelles. Donc, en abordant le sujet, on a 4 formations. L'idée, elle est la suivante, c'est tout en un. On forme les éducateurs, on donne les outils aux éducateurs, les outils juridiques, pédagogiques pour appréhender le sujet. Et avec les casques, les gamins utilisent les casques. Je peux vous faire la promesse que vous laissez un casque dans un gymnase à côté des gamins qui s'entraînent. Ils veulent tous aller voir le casque, ce qu'il y a dedans, parce qu'ils sont persuadés que ça va être le dernier jeu vidéo à la mode. Et à partir de là, ils vont sauter dessus. Et à la fin, du coup, ça marche très bien parce qu'ils sont quand même captés. Les films ne sont pas très longs. Ils durent entre 3 minutes 30 et 4 minutes sur les 4 thématiques. Mais les éducateurs ont besoin d'être formés. Ils ont besoin d'être formés toute l'année pour pouvoir surfer, je dirais, sur l'actualité. Si vous voulez travailler sur la prévention de la radicalisation, parce qu'il y a eu un problème en Guyane, ce n'est pas évident d'aborder le sujet comme ça. Il faut qu'il y ait une formation en ligne qui leur rappelle les différents textes, les différents règlements, comment on aborde le sujet, etc. Et c'est valable pour les 4 thématiques qui sont abordées. Alors, à l'intérieur de ce casque, de cette boîte, vous avez la boîte Snapshot, vous avez tout qui est fourni, les casques, les téléphones, les films sont intégrés directement au téléphone, il n'y a pas besoin de 4G, il n'y a besoin de rien du tout. Ça fonctionne toute l'année et en fait, vous surfez en fonction de vos besoins de politique publique et votre activité. Ce que je veux vous faire comprendre par ce biais-là, c'est qu'aujourd'hui, on est au début, c'est les balbutiements de l'approche avec la jeunesse, mais on rencontre un vif intérêt de la part des acteurs du sport et de l'animation qui s'occupent des jeunes. Pourquoi? Parce qu'on leur demande de plus en plus d'aborder ces sujets de prévention des violences sexuelles, prévention de la radicalisation dans les différents chantiers qu'ils mettent en œuvre. Et à chaque fois, ce qui ressort, c'est le manque d'outils sur cette thématique-là, et on ne sait pas comment l'aborder. Je vous le dis, moi, la première fois où je me suis retrouvé en face de gamins, c'était un test. C'était à la Ligue de judo Grand Est. Je me suis retrouvé à Épinal sur un stage avec 170 gamins de judo, des minimes. Et tout le monde était en panique parce que le président avait demandé à ce qu'on aborde le sujet. Le président était un ancien directeur des sports de la ville d'Épinal, si ma mémoire est bonne. Là où je veux en venir, c'est que même moi, j'ai testé toutes les stratégies. Quand j'ai essayé sur mes gamins m'ont dit c'est nul. Enfin, bon, je vous passe les détails. Hein. Ne testez jamais quelque chose avec vos gamins, ça ne marche pas. L'idée, c'est surtout que derrière, il fallait apprendre avec les gamins. Et on s'est rendu compte qu'avec les gamins, plus on est direct,
moins il y a de difficultés, moins il y a de filtres et ils sont prêts à en parler. On a réévoqué le sujet avec les cadres du judo il y a quelques jours et ça fonctionne très, très bien. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait travailler avec eux en direct sur des sujets comme celui que je viens de vous montrer. Et on a développé cet outil qui s'appelle Snapshot, qui permet à chaque gamin de mettre le casque et de vivre la situation en tant qu'observateur. Il observe une situation de 3 minutes sur la radicalisation, parce que c'est le thème du jour, et sur la prévention de la radicalisation dans le champ du sport. Il y a tous les clichés qui sont dedans, tous les clichés. Et à partir de là, l'éducateur derrière peut nourrir le débat sur quelque chose qui a été vécu par les gamins et non pas quelque chose d'abstrait. Et là, le débat s'engage. Et pour l'avoir testé dans les quartiers les plus compliqués, dans les quartiers les plus favorisés, de toute façon, ça nourrit le débat. Ça nourrit le débat et vous pouvez travailler une bonne heure, 1 heure et demie max, avec, sur un simple film de 3 minutes sur le sujet. Et ça ouvre de vraies perspectives. Parce que les gamins qui sont potentiellement dans une forme de communautarisme, quel qu'il soit, ne comprennent pas les interactions avec les autres gamins, qui les interrogent sur ce qu'ils ne comprennent pas. Et ils expliquent le pourquoi du comment de ce qu'ils vivent et pourquoi eux c'est comme ça, pourquoi leur religion leur demande ça, etc. Typiquement, je vais vous donner un exemple. On le fait avec les gamins du football club de Troyes. J'ai 4 gamins avec moi, 4 qui sont de confession musulmane. Ils me le disent avant de commencer. Et ils voient le film sur la prévention de la radicalisation. Et à l'intérieur de la scène, il y a une personne, un éducateur sportif, qui fait une prière dans un gymnase, dans une salle de boxe. Sur les 4 gamins, il n'y en a pas un qui me donne la s'il a le droit de faire ou pas le droit de faire. Les gamins s'engueulent entre guillemets entre eux pour dire non, mais ça, il a le droit, s'il fait la prière comme ça a le droit, etc. Donc c'est super intéressant parce que d'un point de vue déconstruction et représentation, on se rend compte que tout n'est pas aussi uniforme qu'on veut bien nous le faire comprendre. Et donc, ça nécessite un vrai travail éducatif et une vraie approche éducative. Donc, voilà, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que les éducateurs aient des outils pour transmettre aux jeunes de 14 à 20 ans. Le but, c'est de construire des citoyens et une cohésion. On va travailler dessus. Cet outil-là, on s'est rendu compte avec le temps que même à 14 ans, il fallait travailler plus tôt. L'éducation nationale travaille plus tôt avec les gamins. Donc là, en septembre, on aura un nouvel outil qui s'appelle e-cité. Là, on n'est pas directement sur la prévention de la radicalisation, mais on est sur les principes de la République, où c'est l'outil qui permet aux gamins des 8-14 de travailler avec un jeu sur son téléphone. C'est des séquences de 20 minutes où ils sont héros et ils doivent reconnaître les symboles de la République sur un parcours entre chez eux, la salle de sport, le lycée, la mairie, etc. Et donc là, on est sur quelque chose de très intéressant avec différents niveaux de jeu. Il y a les 3 thématiques qui sont abordées, c'est hors radicalisation, mais beaucoup axé sur les discriminations, les violences dites sexuelles et les principes de la République, où il y a énormément de questionnements dessus, qui sera disponible juste après. Si on aborde ça de cette manière avec les gamins, je reprends la phrase de Benjamin Franklin qui nous dit « Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends ». Et je pense que c'est vraiment important qu'on travaille avec les gamins sous cet ordre. Je vais vous donner une idée simple. Le but, c'est de sensibiliser, c'est de prévenir et c'est d'éduquer. On a un souci, c'est qu'on ne sait pas aborder ces politiques publiques au sens large avec les gamins dans le quotidien. Les éducateurs sportifs nous le disent très régulièrement, ils sont en difficulté. On a la simple affiche de prévention, le numéro pour appeler les secours, mais au final, on n'a pas d'action pédagogique éducative toujours fermée, toujours très ouverte pour les gamins, pardon. On a Colosse au pied d'argile qui fait un boulot considérable sur la partie prévention sexuelle. On a tous différents autres acteurs. J'ai pas d'action chez les uns ou chez les autres, c'est pas le sujet. Et donc, il faut se pencher sur la jeunesse. L'avenir, c'est la jeunesse. Si on veut arrêter d'avoir des problèmes de radicalité aujourd'hui, il faut être proactif. Et aujourd'hui, on a un vrai trou, on a un vrai point aveugle avec la jeunesse. Et c'est pour ça que c'est important de trouver des solutions. Moi, je vous relate l'expérience qu'on en a entre mes travaux de thèse et mon activité sur le terrain avec les préfectures et les différentes collectivités pour montrer qu'il faut aller dessus. Pendant 5 ans, on a formé les éducateurs et les acteurs du sport ou de la jeunesse à détecter et à prévenir les problèmes. Enfin, en détectant et en signalant, on prévenait les problèmes. Moi, aujourd'hui, je pense qu'il faut passer à une autre dimension, c'est mobiliser nos compétences pédagogiques et éducatives pour prévenir les risques de la jeunesse en leur donnant les clés de compréhension de ce à quoi ils peuvent être confrontés.
Donc pour nous, c'est un concept unique, parce que ça n'existe pas. Il est inclusif, il est moderne, il est innovant, il est sécurisé. C'est vraiment l'outil qui permet de faire de la prévention des politiques publiques, en particulier de la prévention de la radicalisation auprès des jeunes. Aujourd'hui, on pense, et les retours qu'on a, qui sont encore que des retours parcellaires ou partiels en fonction du secteur, sont quand même encourageants, mais ne me permettent pas de construire une étude d'efficacité. Mais en tout état de cause, on est face à cette difficulté que vous devez comprendre sur les 5 ans à venir. Si nous, acteurs du sport, on est obnubilés par Paris 2024, et c'est bien légitime, dans cet axe qui est Paris 2024, on doit impérativement mettre tout en œuvre pour que la jeunesse ne soit pas bloquée par ces problématiques de radicalité, de violence sexuelle, etc. Et qu'on en fasse vraiment des citoyens de demain qui comprennent le pays dans lequel ils vivent sur ces approches-là. Aujourd'hui, toutes les demandes qu'on a sur la jeunesse sont liées à ça. Quels outils pour les acteurs, pour les gamins, pour prévenir ces risques. Voilà, je n'ai pas voulu faire trop long pour que nous puissions échanger les 20 minutes qui m'avaient été allouées dans les échanges. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat. Je vous remercie pour votre attention et à votre discrétion pour échanger sur vos questionnements éventuels. Merci Médéric de cet éclairage pointu. Si tu peux juste arrêter le partage d'écran, impeccable. Donc, en tout cas, on sent la passion, on sent la compétence, on sent, on va dire, un sujet qui est très délicat à traiter. Il y a eu effectivement quelques questions là dans le chat, et puis si vous en avez d'autres, on pourra aussi vous laisser la parole. Il y en avait une qui était voilà, la façon dont on pouvait, comment détecter la présence de personnes radicalisées dans nos salles de sport. Ils n'arrivent pas avec une étiquette, ils n'arrivent pas avec un badge. Donc, quels sont les signes qui peuvent nous permettre, nous, gestionnaires, de détecter ce type de personnes? Bon, alors, en général, c'est beaucoup plus visible qu'on veut bien le croire. C'est souvent nous qui ne voulons pas le voir ou pas l'interpréter. Ce n'est pas du tout aussi caché que cela, pour la simple et bonne raison que l'idée initiale est de faire de l'ostentation, voire du recrutement. Donc, c'est-à-dire que dans les clubs de sport, vous allez avoir un nombre incalculable de signaux que je vais vous en citer quelques-uns. Avant toute chose, il faut comprendre que les collectivités qui ont été confrontées au problème, dans la foulée, demande à ce que tous les acteurs soient formés. Une ville que je ne vais pas citer du sud de la France, juste après l'attentat de Samuel Paty, a connu un problème localement. Le maire nous a appelés, on a dû former tous les agents de la collectivité, 1600 agents de la collectivité, de l'agent d'entretien jusqu'au directeur de cabinet en 3 semaines sur cette thématique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est en réaction à la problématique. Donc maintenant, pour être plus précis, c'est quoi? Les signes, généralement, on va chercher les changements de comportement, les changements de vêtements, les changements de langage et les discours un petit peu prosélytes. Je rappelle que changement de vêtements, changement de discours, changement de langage, tous nos ados, ils sont là-dedans. Hein. Donc, il y a un moment, ils passent par ces phases-là. Le discours prosélyte, je rappelle que le prosélytisme en France, ce n'est pas illégal. Hein. Vous prenez les témoins de Jéhovah qui viennent tous les week-ends pour essayer de vous vendre des dispositifs. Alors, pour vous, en collectivité, il y a un point à savoir, un point clé. C'est quand vous avez un doute ou des remontées sur un club, je parle d'un club avant de parler des agents, des gens à l'intérieur du club. Vous pouvez checker le club, notamment avec les comptes Facebook du club ou les sites Internet. Un indicateur fort, quand vous êtes sur un club qui est communautarisé, notamment sur l'islamisme, d'accord, c'est-à-dire avec une vision politique de la religion, normalement, vous ne devriez pas trouver de photos personnelles des acteurs du sport à l'intérieur. C'est des banques de photos qui sont achetées sur les sites Internet. Donc déjà, quand vous avez ça, ça vous donne des indications qui sont relativement intéressantes et vous pouvez déjà vous dire que quand vous êtes face à ça, face à ce type de constat-là, vous êtes face potentiellement, je dis bien potentiellement, à des risques de communautarisme. La radicalisation, vous ne savez jamais ce que c'est, vous ne saurez jamais ce que c'est pour la simple et bonne raison que c'est un terme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui n'a pas de définition, mais en fait c'est un terme professionnel
utilisé par les forces de l'ordre et c'est la préfecture qui gère ça. Donc, eux estiment qu'on est radicalisé à partir du moment où on vous inscrit dans le FSPRT. Donc, vous, il faut vous concentrer principalement sur des formes de communautarisme ou des formes de prosélytisme très avancées des personnes. Au sein du club, les acteurs sont les suivants. Vous pouvez avoir des dirigeants, vous pouvez avoir des éducateurs ou des licenciés qui sont dans une pratique divergente. J'appelle ça divergente ou déviante. Je vais vous donner un exemple concret dans une ville qui est au sud de Caen, si ma mémoire est bonne, qui a connu, c'est la première fois où ils ont réussi à me faire tomber de ma chaise au bout de quelques années d'expérience. L'entraîneur de foot et les éducateurs de foot étaient convoqués à la mairie, j'étais là pour voir comment ça se passait, parce qu'ils avaient des soupçons de radicalisation au sein du club. Bon, la ville avait quand même connu plus d'une quinzaine de départs en zone irako-syrienne de jeunes. Le président du club me dit, mais moi, j'arrive plus à tenir mes gamins. Ils m'ont fait la totale ce week-end. Le dimanche, lors du match, il y a eu l'appel à la prière d'une personne dans les vestiaires, dans les tribunes. Les joueurs en plein match, je vous jure que c'est vrai, hein, ça a été filmé, se sont arrêtés de jouer et on fait une prière sur le stade tel quel est, alors que ça respecte aucun précepte religieux. Mais c'est pour vous dire à quel point on peut aller. Donc là, généralement, quand vous êtes face à ce type de situation, vous allez me dire c'est extrême comme situation, bien évidemment, c'est pour illustrer mon propos. Et ben, c'est tous les signaux, c'est tous les actes religieux, c'est les discours, c'est toutes les ruptures. La personne vient 3 fois par semaine à l'entraînement, elle vient plus qu'une fois. C'est un faisceau d'indices. Le fait de porter une barbe ou de faire une prière un jour, à aucun moment ne constitue un phénomène de communautarisme ou de radicalisation, et c'est un faisceau d'indices. Donc en fait, on forme les gens à détecter depuis des années hein, maintenant, ça fait plus de 6 ans maintenant, mais on forme à détecter ces signaux-là. Donc les directeurs des sports ou les collectivités, très récemment, il y a un directeur des sports qui m'a sollicité pour qu'on forme toute son équipe. Ils étaient une trentaine là-dessus, où à la fin, ils pensaient qu'il n'y avait pas de problème et à la fin, dans la ville, et à la fin, les gens ont ressorti des listes et des listes de situations qui ont posé des difficultés. Donc, ces signaux sont sous cette forme-là. Aujourd'hui, on utilise une grille, il y a à peu près 17 indicateurs que je ne vais pas vous lister comme ça, parce que si je vous les liste comme ça, c'est sorti du contexte et en fait, on met au moins 3 heures avant pour travailler, pour accepter de travailler sur ces signaux-là, parce que c'est un peu discriminant. Parfait. Et donc, une fois qu'on a détecté ces signes, on leur donne ton numéro de portable ou vers qui on se Non. tourne? Non? Alors, c'est là où ça risque de coincer pour vous en responsabilité. Donc, déjà, on ne donne pas mon numéro de portable parce que je ne saurais pas quoi en faire. Il y a un numéro, c'est le numéro vert que vous devez normalement tous avoir dans vos directions des sports, le 0600 005 696. C'est le numéro Oula, vert de… pas trop vite, pas trop vite. On va le noter. Non, non. Attends, je Ouais. vais te le noter. Tu peux Non, le non, mais trouver. tout à fait. Non, mais C'est le numéro vert. C'est le numéro vert de stopdjihadisme.gouv, ils appellent ça. Donc, c'est le 0. Je vais vous l'envoyer. oui, oui, Je vais tout à vous fait. l'envoyer. On le diffusera. Donc ça, OK. Et ensuite, voilà. Voilà. Ensuite, vas-y. Oui. Voilà, alors ce numéro vert, il n'y a qu'eux qu'il faut appeler parce qu'en fait, au bout du fil, ce sont que des spécialistes de la lutte antiterroriste et du renseignement et des psys spécialisés dans le domaine. Et quand vous les appelez, eux font un état de la situation de ce que vous relatez et ils transfèrent ou pas. C'est eux qui décident s'il y a matière à faire une enquête de renseignement dessus, directement à la préfecture de département qui va mobiliser le service central du renseignement territorial, que vous connaissez plutôt sous l'appellation RG, hein, renseignements généraux, mais ça n'existe plus, ça s'appelle le SRT maintenant. Et eux font une enquête pour voir ce qu'il en est sur le territoire. La difficulté à laquelle vous êtes confronté quand vous êtes en responsabilité, directeur des sports, en fédé, etc., c'est que la procédure, c'est que l'agent ne rend pas compte ne prévient pas sa hiérarchie avant d'appeler le numéro vert. Il rend compte à sa hiérarchie, mais il ne prévient pas sa hiérarchie. Pourquoi? Pour vous protéger. Parce que si, par exemple, je suis maître nageur, comme il y a quelques années à la piscine de Dole, et que mon supérieur hiérarchique est M. Alain Hamida Pizal, si je prends 48 heures pour décider si je fais un signalement, j'envoie Alain qui va aussi prendre 48 heures, parce que c'est normal, ça peut engager pas mal de responsabilités, et Alain va aller voir son DGA ou son DGS qui va prendre aussi 48 heures avant de faire le truc. Toutes ces 48 heures mis bout à bout fait que la personne, si elle passe à l'acte dans l'espace-temps, eh ben, on est tous embêtés parce qu'en fait, on n'a pas prévenu. Les seules personnes qui peuvent faire quelque chose, c'est les gens qui sont au bout du numéro vert. Donc, la procédure, c'est 1, j'appelle le numéro vert, 2, je rends compte à ma hiérarchie. OK, parfait. Tu as parlé tout à l'heure de chiffres. Donc, on a juste des chiffres pour l'Île-de-France. Il n'y a rien pour
mes collègues de Savoie, Haute-Savoie ou ailleurs, hein, dans d'autres zones? Alors, les chiffres ont été publiés en 2017 aussi au niveau national. Il y a une carte de France, je pourrais vous l'envoyer. Elle a été publiée dans le journal Le Monde. C'était une source du ministère de l'Intérieur où vous aviez département par département le nombre de personnes qui étaient dans la radicalité, mais pas au niveau sport. Donc, il y avait pas le tamis n'était pas descendu jusqu'au niveau du sport. Les pourcentages que vous avez vus en Île-de-France, grosso modo, d'après les infos que j'ai, sont similaires à peu près partout dans les départements. On a toujours ces trois familles d'activités qui posent problème. Le 73 est un département qui est particulièrement impacté. En tout cas, ils ont souffert de pas mal de problématiques, notamment dans le champ du sport. On a dû faire énormément de travail de fond avec le préfet de l'époque sur la thématique et les agents de la DDCS, de Jeunesse et Sport, qui sont maintenant très pointus sur la thématique. Le 74, eux, ont eu une problématique à gérer, en particulier avec un club de lutte qui est impliqué dans un club, qui est dans un collège qui pose de vraies questions, puisque toutes les personnes présentes étaient bien suivies par le renseignement. Et dans chaque département, il y a des exemples, mais donner un exemple ne nous donne pas la cartographie réelle de la problématique, si ce n'est que ça existe dans tous les départements. Merci. Je vais me permettre, si M. Lévy veut poser sa question directement, juste vous décliner votre titre, parce qu'elle est un petit peu technique. Donc, M. Lévy. Oui. Bonjour Médéric. Salut Daniel. Voilà. Oui. Je suis sociologue et membre du conseil d'administration de Fédération nationale au niveau sportif. Et donc, on a participé depuis 4 ou 5 ans à des séminaires. Notre réflexion, entre guillemets, est sophistiquée. Face à cette réflexion sophistiquée, on a un discours simpliste qui est plus efficace à court terme. Et donc, pour des raisons historiques, légitimes, de construction de la République, la France a une approche de la liberté. On a une réflexion très sophistiquée, mais en face se trouve, est-ce que notre réflexion n'est pas trop, j'allais dire, respectueuse dans le cadre d'une lutte qui sera gagnée, c'est sûr, à long terme, hein. Mais comme disait l'économiste, à long terme, nous sommes tous morts. Donc, est-ce que l'approche que nous avons intellectuelle, l'approche respectueuse et pour des raisons réelles et justes de la liberté n'a pas des effets pervers et n'est pas un frein à l'action de l'État? Est-ce que c'est à peu près clair ou bien cette matinée? Ouais, pour moi, ça l'est. La problématique à laquelle on s'oppose dans ton raisonnement, c'est l'état de droit. Effectivement, on pourrait dire que l'état de droit renforce, en tout cas protège une certaine partie des déviances qui sont celles de la radicalisation ou d'autres formes avec notamment les violences sexuelles et les potentielles durées qui ne sont plus, qui rentrent plus dans le cadre légal. Pour rester dans le sujet du jour, il y a eu de gros débats, comme je pense vous le savez tous en particulier, à l'Assemblée et au Sénat, sur ces restrictions de liberté d'action, notamment sur les éducateurs sportifs que je vous ai évoqués tout à l'heure. Le gouvernement n'a pas souhaité, à l'heure où on parle, aller au final dans le sens d'empêcher les éducateurs sportifs fichés par le renseignement d'exercer leur activité physique et sportive. Je pense fondamentalement, mais tu le sais, et vous le savez tous puisque je me suis exprimé avant, que c'est une erreur considérable, que nous allons avoir au demeurant de vraies difficultés à gérer dans les années à venir sur le sujet. Donc soit on coupe certaines libertés et il faut changer l'état de droit, et en tout cas il faut changer la loi sur le sujet, et ça va poser des vrais questionnements. Si la loi avait été faite à chaud, et c'est pour ça qu'il ne faut jamais le faire à chaud, après l'attentat de Samuel Paty, je pense qu'il n'y aurait pas eu de question. Aujourd'hui, le temps que ça repose, le Conseil constitutionnel et notamment le Conseil d'État, faut quand même savoir que le Conseil d'État était prêt à avoir une plus grande
je dirais, rigidité dans la loi, était prêt à bloquer certaines libertés sur cette thématique. Mais effectivement, on va au-devant de difficultés par rapport au cadre de droit qui protège. C'est le cas de ce qu'on a évoqué sur le burkini et plein d'autres choses. Imaginez qu'aujourd'hui, je fais un parallèle, excuse-moi Daniel là-dessus, mais c'est pour illustrer. Vous avez le burkini qui passe, qui risque d'être autorisé, c'est déjà le cas dans certaines piscines, mais par contre, on va interdire le caleçon de bain Arena au motif de l'hygiène et de la sécurité. C'est un vrai sujet qui, à mon avis, n'a pas fini de poser des débats. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le Conseil constitutionnel a donné la liberté d'accès aux personnes qui étaient en burkini. A contrario, elle interdit toujours la possibilité d'y aller en caleçon. Donc, on a un vrai débat sur le sujet. Je pense qu'on va vraiment aller vers de grosses difficultés dans les prochaines semaines. Il y a une différence fondamentale dans ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Les préfectures, un paradoxe plutôt même, les préfectures vont engager la fermeture de clubs dans le cadre de l'article 25 de la nouvelle loi. Et franchement, je ne vous connais pas tous dans la visio, mais j'espère que ça ne vous tombera pas dessus dans vos villes, parce que quand ça va arriver, vous allez tomber de votre chaise pour la plupart, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, il va falloir fermer. Et là, aujourd'hui, on manque énormément de transparence sur le sujet. Merci, Médéric. La dernière question pour Richard Alad. Voilà, pareil, en ouvrant le micro, comme ça sera plus direct. Tu as 1 minute 30 pour répondre hein, et 30 secondes pour poser la question. Merci. Bonjour à tous. Donc, on est tous gestionnaires d'équipements de type X. Donc, Richard Alad, directeur des sports de Crépy-en-Valois, la ville du Covid, pour schématiser. Donc, est-ce que dans nos ERP de type X, le fait que normalement ce sont des établissements de type laïque, le fait cultuel n'a pas lieu d'être, par contre le fait culturel peut être toléré? Est-ce que le fait de dire que quelqu'un qui a une dérive religieuse, quelle qu'elle soit, hein, moi je me souviens d'Aix-les-Bains où il y avait des créneaux bloqués pour les hommes juifs, de religion juive à Aix-les-Bains à une période. Est-ce que le fait d'interdire à une personne de faire sa prière dans les vestiaires sur le terrain, de lui sanctionner d'un refus d'accès, est possible dans l'état actuel des lois de la République? Alors, dans l'état actuel, comme j'ai qu'1 minute 30 pour répondre à une question aussi polémique, ça va être très sympathique. Merci pour la question de fin de visio. Écoute, Richard, par rapport à ta question, on est en plein dans le… Alors, je ne peux pas vous dévoiler le vademecum dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, parce qu'il est toujours à la lecture, mais on a exactement cette situation qui est posée. Aujourd'hui, tu as le droit d'interdire par le biais du conventionnement que tu vas mettre, quand tu vas le mettre à la disposition de la structure. Je donne un exemple. Tu vas donner l'accès de la structure au club de handball local, et c'est dans ce club-là qu'il y a une personne qui veut pratiquer son culte à l'intérieur de la salle. Tu mets dans ta convention de mise à disposition d'infrastructures que les principes de la République et notamment de neutralité dans le champ du sport au motif de la règle 50.2 et des cadres légaux t'autorisent à le faire pour te dédouaner de toute problématique et te permettre d'agir en ce sens derrière. La fédération ou le club local, lui, doit se rattacher au règlement intérieur de la fédération et du dispositif. La notion entre le cultuel et le culturel aujourd'hui, et tu l'as bien compris, hein, il y a juste un R, mais ça pose de vraies questions de fond entre les deux termes. Le CIO, le Comité international olympique, dont j'ai évoqué tout à l'heure, a bien expliqué que normalement les actes cultuels étaient interdits et pour autant il autorise la pratique du voile, notamment sur l'équipe iranienne de football, pour ne citer qu'elle, parce qu'elles estiment que ce n'est pas cultuel, mais culturel. Donc dès qu'on s'engage dans la notion sémantique entre le cultuel et le culturel, ça pose de vraies problématiques. La notion n'est plus, il ne faut plus aborder, et j'ai terminé Alain, il ne faut plus aborder le terme de laïcité dans le champ du sport, mais la notion de neutralité qui a une vraie définition juridique. Et le nouveau guide qui va dans ce sens devrait apporter des réponses juridiques que je ne peux pas te dévoiler là pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, puisqu'il est à l'arbitrage. Super, en tout cas, super pour le timing. Voilà, donc les dernières questions seront relayées à Médéric. Je pense qu'on se reverra rapidement dès la rentrée pour un prochain Speedinaire. Donc, je remercie Médéric dans un premier temps
pour sa disponibilité, puis sa passion, et on sent que la maîtrise du sujet est là, et donc je donnerai ton numéro de portable par contre aux membres du comité directeur. Voilà. Donc, ils sont, voilà, que tu as en face des yeux. Et puis, je remercie aussi de leur participation à l'organisation. Je remercie aussi les personnes qui ont pu être présentes. Je leur donne rendez-vous donc dès la rentrée, donc sur nos 2 types de visio, donc des webinaires et des speedinaires. 1 heure, un sujet, comme ce type de sujet-là qui mérite à ce qu'on s'y attarde aussi, parce que c'est un des sujets, ce n'est pas uniquement les piscines, ce n'est pas uniquement la Covid, il y a aussi d'autres sujets dans l'actualité sportive qui méritent qu'on s'arrête, et ce, de manière précise, grâce à de l'intervention de personnes comme toi, Médéric. Merci à tous.